Bonjour à tous, bienvenue à Overtime NHL en ce jeudi 3 mars 2022. Huitième épisode de la saison. Vous connaissez déjà le concept. On va parler évidemment joueurs suisses qui évoluent dans la NHL. On va également parler de l'actualité des dernières semaines. Et évidemment, on vous demande de nous poser vos questions en commentaire. On va y répondre tout au long de l'émission. Salutations à Cyril et à Anthony qui sont déjà dans le chat prêts à participer à cette émission. Émission qui, je le rappelle, sera disponible sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast et sur SoundCloud dans les prochaines heures ou demain matin, là, selon la longueur de l'épisode, parce que parfois on fait un petit peu plus long qu'à l'habitude. Je ne suis pas seul ce soir. On a un invité bien spécial pour l'émission ce soir, puisqu'il est de passage en Suisse. C'est l'entraîneur québécois Mario Pouliot. Il est de passage en Suisse parce que sa fille vit en Suisse. C'est la conjointe d'Éric Castonguay, que vous connaissez bien, l'étranger attaquant du HC Sierre. Donc, il nous fait le plaisir de venir dans notre émission aujourd'hui. On l'accueille tout de suite. Bonjour Mario. Bonjour Jonathan, ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi aussi, tu me permets de te tutoyer? Oui, c'est bien correct. Parfait. Comment trouves-tu la Suisse, Mario? C'est ton premier passage ici? Oui, exactement, j'adore ça. Tu sais, honnêtement, ça me, tu sais, les gens sont hyper chaleureux. Le climat et la température est incroyable. Aujourd'hui, c'est un 16. J'ai visité des endroits là, très, très intéressants. Puis en plus de passer là, du temps là, de qualité avec ma fille, ses trois fils, et puis Eric, c'est des choses que j'ai pas eu beaucoup de temps à faire dans les peut-être 20 dernières années. Donc, je me sens réellement content d'être ici. Puis, j'ai un séjour là, que je suis pas prêt d'oublier de sitôt. On est très content que tu sois dans l'émission. On va faire quand même un peu ta bio, si tu me le permets, pour ceux qui ne te connaissent pas ici en Suisse. Mario Pouliot, qui est un entraîneur de profession, un entraîneur qui a beaucoup de métiers dans la Ligue junior majeure du Québec. Il a commencé sa carrière autour de 1989 là, comme scout, donc recruteur pour le Laser de Saint-Hyacinthe, le défunt Laser de Saint-Hyacinthe. Ensuite, il a été assistant coach et head coach dans la Ligue de développement Midget 3A, qui est la ligue inférieure à la Ligue junior majeure du Québec. Et depuis 2009, il a fait son retour dans la LHJMQ avec, entre autres, les Huskies de Rouyn-Noranda, le Drakkar de Baie-Comeau, le Titan de la Capitale Batters. Et jusqu'à l'année dernière, Mario, tu étais directeur général et entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda. Là, tu prends une pause d'une saison. Tu as eu des petits soucis de santé l'année dernière, mais tout se passe bien? Oui, exactement. Je pense que l'année passée, j'avais eu peut-être des problèmes là, qui avaient commencé peut-être dans le camp d'entraînement, mais je pensais que ça pouvait se résorber, mais finalement, avec le temps, ça a pris peut-être le côté opposé, si on veut. Puis je pense que les 2 années les 2 années qu'on a gagné la Coupe Memorial à Bathurst et puis à Rouen ont été des années à la fois très, très excitantes, mais aussi exigeantes. Et puis aussi à Rouen, en étant directeur général et entraîneur, c'est quand même une somme de travail qui est assez grande. Donc, cette pause-là me permet si on veut, de regarder la scène un peu plus de loin et puis de prendre du recul. Et puis, on verra qu'est-ce que ça sera la suite pour moi. En tout, là, si je ne me trompe pas, Mario, c'est 2 championnats de LHJMQ remportés et 2 Coupes Memorial à ton actif? Oui, exactement. J'ai été très, très privilégié là, de un. À Bathurst, on a commencé
un cycle de reconstruction avec Sylvain Couturier. Et puis, on est parti réellement. Première année, on était fini 17e sur 18. Deuxième année, on avait fini 14e. On avait fait les séries. Troisième année, on avait fini 6e. Puis la dernière année, on avait fini deuxième derrière l'Armada pour battre l'Armada en finale. Et puis, battre Regina à Regina à la Coupe Memorial. Donc, ça a été réellement satisfaisant parce que la vie d'un entraîneur, des fois, quand les choses, tu sais, dans un cycle de 4 ans, tu as des hauts, tu as des bas, tu as plusieurs bas, c'est difficile, tu as besoin des gens qui t'appuient. Puis moi, j'avais Sylvain Couturier à mes côtés qui a toujours eu confiance en moi, qui m'a appuyé, puis on a passé au travers de tout ça en finissant avec une Coupe du Président, puis une Coupe Memorial, puis ça, j'ai toujours été très reconnaissant à Sylvain de cette confiance-là. Et puis, quand j'ai été retourné à Rouen, j'avais quand même une très bonne relation avec le propriétaire de l'équipe, M. Jacques Blais. Et puis, quand Gilles Bouchard est parti pour Syracuse, il m'avait offert le poste de directeur général, puis entraîneur-chef. Et puis, ça s'est avéré une saison exceptionnelle. Je pense qu'on avait perdu 8 ou 9 fois dans la saison, une séquence de 25 victoires consécutives qui s'est arrêtée à Drummondville, une défaite de 3-2. Et puis, on avait battu Halifax en finale de la Coupe du Président, et puis on a rebattu Halifax en finale de la Coupe Memorial. Tout ça à Halifax. Donc, ça a été des moments là, extraordinaires, inoubliables. Et puis, tu sais, quand tu as du succès, c'est parce que tu as des bons joueurs qui t'entourent, tu as une bonne organisation, et puis tu peux juste remercier la vie que ces choses-là puissent arriver, parce qu'il y en a qui travaillent toute une vie au complet, puis ça n'arrive jamais. Il y a Anthony dans le chat qui nous dit sacré palmarès et qui te félicite. Il y a également Sarah qui dit bonjour à tous, j'adore l'accent de Mario Pouliot, un bel accent québécois. Bravo pour sa carrière. Serait-il intéressé à venir un jour coacher Fribourg-Gotteron? Évidemment, la question, parce que je pense qu'elle fait référence à Christian Dubé qui a évoqué la possibilité de retourner au Québec pour le développement de ces deux garçons dans le hockey. Mais avant de peut-être pour pas partir de rumeurs, tu es allé voir quand même des matchs pendant ton séjour en Suisse de National League. Je veux quand même tes impressions sur le championnat suisse. Qu'est-ce que tu en as pensé là, du jeu qui est offert ici? Mais c'était un des objectifs aussi. En venant ici, c'était là, de passer du temps avec la famille, de découvrir la Suisse et puis d'apprendre à connaître le hockey suisse, que ce soit la Ligue nationale, la Swiss League, et puis même regarder au niveau, là, mes petits-fils ont commencé le hockey à 7 ans, 4 ans, donc de pouvoir voir qu'est-ce que... J'ai toujours été curieux, puis j'ai toujours été le genre de ne pas avoir peur de peut-être là, essayer des nouvelles choses. Donc, j'ai j'ai adoré les deux ligues. J'ai vu un match Fribourg contre Lausanne à Fribourg. Super belle amphithéâtre en passant. Super belle ambiance. Un très bon match de hockey. Je pense que après, j'ai vu Berne contre Langnau à Berne, encore là aussi. Tu sais, moi, qu'est-ce qui m'a charmé, c'est l'ambiance au match, les groupes de supporters qui vont chanter durant les 60 minutes. Il y a une ambiance incroyable. Et puis, tu sais, c'est comme un peu un match de foot. C'est festif. Beaucoup de restaurants à Fribourg, à Berne, dans l'aréna avec les rats athlètes. Et, tu sais, c'est pas les genres de choses peut-être là, qu'on est habitué au Québec. Les joueurs sont très, très rapides. C'est du hockey qui est vraiment focusé sur la possession de rondelles, des belles habiletés des joueurs. Et puis, tu sais, je pense que c'est réellement là, une belle ligue de hockey. Tu sais, honnêtement, je pense que dans la Ligue nationale, il y a quoi? 32 équipes, peut-être entre 7 et 800 joueurs de hockey élite. Tu sais, je pense qu'il y a
dans le monde entier, des joueurs de hockey, il y en a beaucoup plus que 700-800. Et puis, tu sais, c'est pour ça qu'un championnat comme en Ligue nationale suisse, la Swiss League, que ce soit l'Adel en Allemagne, toutes ces ligues-là, ça permet à un plus grand nombre de bons joueurs de pouvoir continuer d'évoluer à un niveau professionnel et puis de pouvoir tu sais, le niveau, la qualité de vie est incroyable, le niveau culturel aussi. Tu sais, moi, quand j'en regarde ma fille, mon premier petit-fils, Henrik, est né en Norvège. Mon troisième petit-fils est né ici. Donc, tu sais, c'est une culture incroyable. Ma fille s'est promenée, qu'elle est allée en France, en Norvège, ils sont venus ici, et puis de pouvoir permettre de vivre ça, c'est tout simplement extraordinaire. Puis ça permet à plus de joueurs de pouvoir gagner leur vie en jouant au hockey dans un très, très bon calibre, puis dans un environnement plus que professionnel, parce que le building à Fribourg est de premier niveau et la même chose qu'est-ce que j'ai vu à Berne aussi. Et puis j'ai allé voir un match. C'est sûr, ici, tout le monde à Sierre connaît Graben. Et puis, c'est quand même un endroit qui a de l'âge, mais qui, quand tu es à l'intérieur, est très chaleureux et puis une ambiance incroyable. J'ai vu un match à Viège aussi. C'est un nouveau building et puis je pense que c'est des très bonnes infrastructures puis un très bon calibre de jeu qui est axé sur la possession de rondelles, sur la rapidité aussi. Et éventuellement, tu auras certainement la chance, du moins on se le souhaite, que tu découvres la nouvelle patinoire qui devrait être construite à Sierre dans quelques années, parce qu'évidemment, eux aussi ont un beau projet qui, espérons-le, prendra forme bientôt. Il y a Christian qui dit, avec Grand-Papy Coach, ça doit être assez exceptionnel pour les petits, avec Grand-Papy Coach et avec Papa Joueur. Il gravite Ouais, certainement dans exact. le hockey. Mais Mario, tu as quand même beaucoup de contacts en Suisse, mine de rien. Tu as Pat Bosch avec qui tu as coaché, Ouais. qui est assistant coach du côté de Lugano. Tu as également, et on va en parler, on va quand même prendre quelques minutes pour en parler. Tu as aussi déjà coaché Jason Fuchs, qui a connu une Ouais. soirée exceptionnelle de 8 points. Est-ce que tu as gardé contact avec ces joueurs ou ces entraîneurs-là au fil de ta carrière? Ben, avec Patrick, on va s'écrire à l'occasion pour discuter de choses et d'autres. Tu sais, quand que, je lui demandais des fois pour des joueurs suisses et puis s'il pouvait me donner certaines références de ce côté-là. Nous, on a entraîné ensemble équipe Québec qui était au moins 17 ans à Winnipeg et puis on a gardé contact depuis ce moment-là. Puis depuis qu'il était parti de la Légion majeure du Québec, il s'était envenu du côté de la Suisse. Il a entraîné des U20, puis là, il est avec Lugano en Ligue A en Suisse avec Chris McSorley, puis il me disait comment il aimait son expérience. J'étais peut-être supposé d'aller le voir ce soir à Lausanne, mais finalement, mes plans ont changé. J'ai vu, tu sais, avec Jason, pas beaucoup de communication avec lui. Par contre, quand je suis allé au match Lausanne-Fribourg à Fribourg, j'ai eu l'opportunité puis le plaisir de pouvoir jaser quelques minutes après le match sous les gradins. Et puis, tu sais, il est rendu à 26 ans. Il jouait sur le premier trio avec Seca. Il avait joué un bon match. Puis là, cette semaine, il y a eu un match là, extraordinaire de 8 points. Donc, puis tu sais, Jason, c'était un gars, quand il est venu à Rouen, réellement intelligent. C'est un gars qui parlait déjà 4-5 langues. C'est un gars qui était très mature, très sérieux. C'est un gars qui joue bien sur les 200 pieds, patine bien, bonne vision. Il est capable de tirer, quoique dans ce temps-là, il jouait un peu plus là, à distribuer la rondelle que prendre des tirs au filet. Puis il avait eu une grave blessure, je me souviens, puis on en a reparlé quand on s'est vu il y a 2 semaines. Il avait bloqué un tir avec sa main gauche, puis le bout du petit doigt avait complètement
explosé dans son gant. Il est arrivé au banc, le bout du petit doigt était plus là, il était resté dans son gant. Il avait subi une opération et puis tout ça, ça avait quand même bien viré, là, mais c'est ça, je lui demandais, puis il a 26 ans, il va se marier cet été, puis de le voir évoluer là, signer un contrat, je pense, de 4 ans qu'il me disait. Donc, il était bien heureux à Lausanne, il était bien content, et puis tu es toujours content de savoir que tes anciens joueurs ou des joueurs que tu as connus de près ou de loin poursuivent leur carrière, puis ils réussissent bien. Oui, parce que, faut le dire, dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est des joueurs de 16 à 20 ans. Donc, c'est le passage à l'âge adulte, c'est de jeunes adolescents jusqu'à de vieux adolescents jusqu'à de jeunes adultes. Donc, Ouais. c'est sûr que l'entraîneur junior doit quand même avoir une place assez spéciale pour ces gars-là. Mario, on va maintenant passer du côté de la NHL parce qu'on est là pour ça, pour parler d'NHL. On a reçu des questions avant l'émission et on vous a préparé quand même quelques petits sujets de discussion. Et on va commencer avec les joueurs suisses comme c'est l'habitude. Il y a Anthony qui nous dit Nico Hischier était critiqué ces derniers mois pour son rendement en deçà de ce qu'on peut attendre d'un first pick overall. Il a dernièrement scoré pas mal de points et j'ai l'impression que ses blessures sont maintenant derrière lui. Tu penses quoi de son évolution des dernières semaines? Faut dire quand même que Mario, ici à Overtime, ça fait plusieurs fois quand même qu'on parle de Nico Hischier. La pression de vivre avec, d'être le premier choix d'un repêchage, surtout lorsque tu as Cale Makar et Elias Pettersson qui suivent, c'est beaucoup de pression. Nico Hischier est loin d'être un flop, est loin d'être un mauvais joueur, loin de là. Mais c'est vrai que ses statistiques offensives sont peut-être pas aussi reluisantes qu'on peut s'attendre d'un premier choix overall. Mais quand même, ça va mieux. Ses blessures sont derrière lui. En santé, tu le vois où? Dans une équipe de la Ligue nationale, Nico Hischier? Ben Nico, moi quand j'étais à Bathurst, lui était avec les Moussets d'Halifax, puis c'était un joueur. Tu sais, je pense que pour jouer à ce niveau-là, et surtout être sélectionné, puis un joueur ne demande pas à être sélectionné premier overall, et puis tout ça, puis c'est toujours plus facile après de pouvoir dire c'est un mauvais choix, c'est pas un bon choix. Tu sais, on a vu les discussions qu'il y a eu, si on veut, alentour de Nolan Patrick, la sortie de Bobby Clark et puis tout ça. Tu sais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire après, mais tu sais, moi je pense que Nico Hischier, c'est un joueur très, très intelligent. C'est un gars qui a un hockey sense élite. C'est un gars qui joue bien sur 200 pieds. C'est un gars qui fait bien les détails. Puis, tu sais, il a été, comme tu l'as mentionné, il a été blessé plus souvent qu'à son tour depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, la Ligue nationale, c'est une ligue qui est excessivement compétitive. C'est une ligue qui est très difficile d'avoir du succès en y arrivant. Et puis, tu sais, je pense qu'il y a tout simplement besoin là, de temps pour prendre une certaine maturité physique, mais il reste une chose que son intelligence, son application à faire les détails, à bien jouer sur 200 pieds, il peut prendre toutes les situations. Et puis, moi, je suis convaincu qu'il... Puis, tu sais, il faut que tu sois bien entouré aussi. Je pense que quand tu es bien entouré, ça t'aide à avoir une bonne envol aussi dans ta nouvelle ligue et puis surtout dans la Ligue nationale. Les Devils, dans les dernières années, ont quand même eu des difficultés. Ils semblent sur la bonne voie là, depuis cette année. Et puis moi, je suis convaincu que Nico Hischier va être un des deux premiers centres des Devils du New Jersey avec un rôle très important pour eux. Je, tu vas me permettre, il y a Anthony qui dit Nico Hischier n'est-il pas un joueur trop surévalué? Ça me surprendrait qu'on le surévalue vraiment en Amérique du Nord. Je pense qu'en Suisse, le fait qu'il ait été un premier choix overall fait qu'il est peut-être surévalué, mais pour moi, Nico Hischier reste un deuxième centre de luxe dans une bonne équipe. Un joueur responsable, un joueur qui est pas nécessairement flashy, si tu me permets l'expression, qui n'est pas nécessairement voyant, mais qui fait bien les choses. C'est rare qu'on va le voir à contre-pied. C'est rare qu'on va... Il se sacrifie devant des shoots. C'est un capitaine, c'est un leader. C'est quand même un deuxième centre de luxe, moi, j'ai l'impression. Tu sais, il y a beaucoup de belles qualités, des qualités
primordial pour avoir du succès, puis pour qu'une équipe ait du succès aussi. Et puis, quand que c'est pas un gars qu'on va voir dans les highlights en fin de soirée ou les 10 plus beaux buts de la semaine, mettons comme Kucherov, c'est ce type de joueur-là. Mais c'est un joueur, comme tu as dit, peut-être, tu sais, il faut faire attention aussi à un moment donné entre les expectations et la réalité. Je pense que chaque individu a besoin d'un temps différent pour arriver à son plein potentiel. Puis moi, je suis convaincu que je suis réellement pas inquiet pour lui. Puis tu peux pas être classé numéro un au monde sans être un joueur élite. Et puis pour moi, Nico Hischier, c'est un joueur élite. Puis je me souviens quand j'avais eu certaines discussions avec André Tourigny n'avait que des bons mots pour Nico Hischier. Oui, André Tourigny qui a une longue carrière lui aussi dans la LHJMQ, qui maintenant est l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona en NHL. On va passer à un nouveau segment dans l'émission. Qui est notre étoile suisse de la semaine. Parce qu'on voulait quand même donner peut-être ce petit prix honorifique à un joueur qui s'est démarqué, un joueur suisse. Et cette semaine, ça paraissait une évidence quand je me suis réveillé ce matin. On va aller voir ensemble, Mario, qui est ce joueur suisse, cette étoile suisse de la semaine. Vous le voyez, c'est Roman Josi qui cette nuit, a obtenu 2 passes dans la défaite contre le Kraken de Seattle et qui a atteint le plateau des 500 points en carrière. Mario, 500 points en carrière pour un défenseur c'est déjà un grand exploit, mais Josi, depuis plusieurs saisons, montre qu'il est probablement l'un des top 5 défenseurs dans la Ligue nationale. Et c'est assez impressionnant ce qu'il est en train de faire. Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est le meilleur joueur suisse de l'histoire qui a traversé en NHL. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec tous les éléments que tu as mentionnés. C'est un joueur qui fait définitivement là, partie de l'élite des défenseurs de la nouvelle génération des défenseurs qui sont très, très actifs dans l'attaque, qui sont très impliqués, que ce soit comme, pour moi, quand tu as la rondelle, c'est 5 attaquants, puis quand tu as pas la rondelle, ben tu tombes en défensif, c'est 5 défenseurs, puis qu'ils soient F1, F2, F3 ou F4, Roman aussi est toujours impliqué, puis est impliqué de façon intelligente dans le jeu. Je pense ses habiletés de patinage, sa mobilité, sa confiance avec la rondelle. C'est un gars qui se débarrassera pas de la rondelle, va toujours, je pense que sa première passe aussi connecte de façon générale avec un nouveau porteur. Et puis, c'est définitivement, pour moi, tu sais, je peux pas dire un des meilleurs joueurs suisses parce que j'ai pas assez de données, mais je pense que c'est définitivement un des meilleurs défenseurs et puis qui peut aussi bien produire que défendre en même temps. Et puis ça, dans la Ligue nationale, c'est une des choses qui a le plus changé. Avant, on avait peut-être des gros défenseurs qui étaient plus robustes, physiques, et puis qui s'imposaient de ce côté-là. Maintenant, ce temps-là est changé pour des défenseurs qui vont allier vitesse, intelligence et puis participer plus à l'attaque. Un digne successeur de Shea Weber parce qu'il a commencé sa carrière alors que Shea Weber était toujours à Nashville. C'est d'ailleurs un peu en raison de sa montée en puissance qu'on a osé se débarrasser de Shea Weber du côté de Nashville, parce que Shea Weber, c'était quand même un capitaine, c'était une personne très populaire là-bas. Mais Mario, on en parlait juste avant l'émission, l'importance d'avoir un mentor. On parlait de Zdeno Chara là, qui a battu le record du nombre de matchs en NHL et qui est jumelé avec Noah Dobson, un jeune défenseur que tu as déjà coaché. Je fais un peu une espèce de parallèle. Je dis pas que Dobson va devenir Roman Josi, mais l'importance d'avoir une espèce de grand frère quand tu commences ta carrière, ça doit être assez important pour un joueur comme ça. Ah, ça, c'est définitif. Je pense que, tu sais, je regarde. Puis, tu sais, dans le cas de Roman Josi, tu regardes à Nashville, puis c'est une équipe que
personne, je pense, voyait là cette année. Puis sont à la porte des séries. Puis ils vont avoir leur gardien fait très bien. Mais il aussi, c'est possiblement une des raisons de leur excellente saison. Mais tu regardes à la défensive des Prédateurs. Weber est parti, comme tu as mentionné. Après ça, il y avait eu dans l'échange, c'était Piquet Subban. Mhm. Subban est parti. Ils ont échangé à Philadelphie. Cole? La- Non, Ellis? non, Ellis, Oui. Ryan Ellis. Et puis, on a vu la progression constante de Roman Yossi vers les hauts sommets des meilleurs défenseurs. Et puis, quand je regarde dans le cas de Zdeno Chara, tu sais, lui, je pense que s'il il a joué des minutes incalculable contre les meilleurs joueurs. C'est un gars que quand qu'on lit sur lui, qu'on écoute des podcasts, c'est un gars qui a fait une très, très grande attention à lui à l'extérieur de la patinoire, sa nutrition, son entraînement hors glace. Et puis ça, je pense que, tu sais, il y a qu'est-ce que les gens voient sur la glace, mais derrière le rideau, c'est souvent d'autres choses que les gens ne voient pas. Et puis ça, quand je regarde pour un gars comme Noah Dobson qui a à avoir Zdeno Chara cette année, de le voir se préparer, de le voir tu sais, continuer à vouloir gagner dans la Ligue nationale à son âge. Noah peut pas demander mieux, puis je pense que Noah Dobson va définitivement là, être sur les traces d'un Romani aussi, parce que lui ici, c'est un défenseur d'exception. Il a un hockey sense élite, un coup de patin élite. C'est un gars qui a une très, très grande confiance en lui et la rondelle. Pour jouer à ce niveau-là, il faut peut-être confiance en toi, en tes habiletés, parce que c'est tellement compétitif, comme que je t'ai dit tantôt. Puis c'est drôle, euh, sur le match record de Zdeno Chara, il a eu à livrer un combat contre notre ancien capitaine à Bathurst, Jeffrey Viel. Et puis, Jeffrey Viel, c'est comme qu'on dit en anglais, c'est un genuine, c'est un vrai de vrai. Et puis, il prend tous les moyens pour faire sa place dans la Ligue nationale avec les Sharks. Et puis, là, je suis content de le voir là. Et puis, d'être toujours en uniforme à chaque match. Puis je suis convaincu qu'il va continuer à graver les échelons aussi. Il y a Anthony qui blague dans le chat. Il dit Chara, un meilleur exemple que Phil Kessel. C'est vrai que niveau soin de la personne, je pense que Chara a une petite longueur d'avance sur Kessel, quoique Kessel, quel talent naturel quand même pour réussir à tenir quand même comme un excellent marqueur après toutes ces années dans la NHL. Il y a eu Laurent qui a mentionné Josi, le plus grand joueur suisse, même s'il n'a pas de Coupe Stanley, devance Mark Streit selon lui. Et pour suivre là-dessus, Christian, il va d'une très bonne question. Roman Josi serait-il le premier Suisse au Hall of Fame, au Temple de la renommée du hockey? Est-ce que la Coupe Stanley, parce que là, pour l'instant, Josi n'en a pas. Il y a un trophée Norris quand même. Mais est-ce que la Ouais. Coupe Stanley veut... Est-ce que la Coupe Stanley pourrait lui enlever une intronisation au Temple de renommée, ou si ce qu'il fait déjà et ce qu'il a fait déjà est assez pour espérer éventuellement... En même temps, tu ne fais pas une carrière pour espérer rentrer au Temple de la renommée. Mais Mm. est-ce que cette Coupe Stanley-là est peut-être l'enjeu pour cette entrée éventuelle? Mais c'est sûr que, tu sais, gagner la Coupe Stanley, c'est un grand accomplissement. C'est un rêve de tout joueur professionnel. Après ça, si tu rentres au temple de la renommée, c'est définitivement une récompense, la plus grande récompense, si on veut. Puis quand tu regardes tous les joueurs, les grands joueurs qui sont là, en général, ils ont à peu près toutes des bagues de la Coupe Stanley. Leur nom est gravé sur la Coupe Stanley, mais il n'est pas dit qu'il y a des joueurs qui n'ont pas gagné de Coupe Stanley sans être admis au temple de la renommée avec les performances, ses chiffres qu'il présente, sa longévité dans la Ligue nationale. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui parlent positivement de sa faveur. On va maintenant discuter parce que
je vais profiter de ton passage dans notre émission pour discuter d'un joueur suisse, mais qui évolue du côté de la National League, qui a de l'expérience en NHL, un joueur que tu as coaché, Sven Andrighetto. Tu as coaché Andrighetto au moment où il jouait à Rouyn-Noranda, la même saison que Nikita Kucherov était également dans la formation. Quand on regarde les statistiques, quand on regarde les chiffres d'Andrighetto, c'est des chiffres très comparables, sinon meilleurs à ce que Kucherov a fait cette année-là dans le junior. Les deux ont le même âge, ont par contre un parcours professionnel très différent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Sven Andrighetto, de la différence peut-être entre les deux joueurs, de qu'est-ce qui pourrait expliquer le succès de Kucherov que n'a pas nécessairement eu un Andrighetto qui était bourré de talent? Tu sais, Sven, c'est un joueur de premier niveau. C'est un excellent patineur. C'est un gars qui aime marquer des buts. C'est un gars qui aime utiliser son lancer. C'est un gars qui était excessivement dangereux sur l'attaque à 5 aussi. C'est un gars qui était très compétitif aussi. Et puis, tu sais, comme je l'ai mentionné plus qu'une fois depuis le début de l'émission, euh, c'est pas facile à atteindre la Ligue nationale. Des fois, tu as juste besoin de quelqu'un qui a confiance en toi, qui t'aime, et puis qui va te donner l'opportunité d'utiliser tes qualités. Parce que ces joueurs-là ont toutes des qualités, puis Sven, très, très bon patineur, très habile avec la rondelle, et puis un très bon lancer, puis très dangereux alentour du filet. Je pense qu'il y a eu quand même des bons moments dans différentes périodes dans la Ligue nationale. Comparativement aux juniors, si on se souvient à l'époque, Kucherov a été échangé à Rouen contre 2 choix de deuxième ronde. Ça avait fait un petit peu une certaine controverse parce qu'à cette époque-là, les Remparts avaient 3 joueurs européens. Il y avait Kucherov, Grigorenko et je crois que l'autre était Nick Sorensen. Et puis, il n'avait pas le droit d'en aligner plus que 2. Donc, il y avait peut-être une zone grise dans le règlement. Donc, les Remparts avaient échangé Nikita au Husky. Et puis, sincèrement, pour moi, Nikita Kucherov, il a un hockey sense élite. C'est un joueur offensivement qui a des habiletés élites. C'est pour jouer. Tu sais, un joueur qui atteint la Ligue nationale, il faut que tu aies de quoi d'élite. Tu patines. Tu sais, les recruteurs, ils parlent toujours, lui, il a un hockey sense élite, il a un coup de patin élite, il a un lancer élite, il a une attitude élite, etc. Et puis, tu sais, Nikita, c'est définitivement un gars qu'à cette époque-là. Puis, il faut se souvenir que quand Cooch est arrivé dans la Ligue nationale à Tampa Bay, ils l'ont cédé aux mineurs pour qu'ils s'appliquent de ses tâches défensives. Tu sais, au niveau junior, quand tu es au-dessus tu es un joueur avec tes qualités-là au-dessus, tu peux t'en sortir. Et puis, tu sais, moi puis André, des fois, on se regardait derrière le banc, puis on se disait comment il a pu faire pour voir ce jeu-là. Tu sais, il était comme 2 jeux offensivement en avant du jeu. Il pouvait tout faire sur la patinoire. Et puis, cette année-là, on avait battu les Remparts en 5. Après, on s'était fait battre en 6 en demi-finale par les Mooseheads d'Halifax. C'est l'année que les Mooseheads ont gagné la Coupe Memorial avec Dominique Ducharme. Et puis, pour moi, Nikita Kucherov, je savais qu'il y avait des qualités incroyables. J'aurais pas pu dire qu'il aurait devenu un des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue nationale, mais il y avait un potentiel, un énorme potentiel, c'est définitif. Je trouve intéressant ce que tu viens de dire. C'est vrai que le Lightning de Tampa Bay a pris son temps avec Nikita Kucherov. Ils ont été patients, l'ont fait monter, l'ont redescendu en AHL, l'ont mis dans des dispositions pour qu'il l'apprenne à un autre niveau. Moi, je fais parce qu'on en a déjà parlé depuis le début de la saison à Overtime NHL, d'Alexis Lafrenière, de Jack Hughes, de Capo Caco, des joueurs qui, à leur première saison en NHL, ont vraiment, je vais utiliser le terme anglophone, une coche à aller chercher. La Ligue nationale n'est pas une ligue d'apprentissage, mais
parce qu'ils sont des choix très hauts, vont rester quand même dans la Ligue nationale. Jack Hughes était très vendeur du côté du New Jersey. Alexis Lafrenière avait déjà 3 saisons de LHJMQ derrière la cravate. Je pense que Lafrenière, je ne me trompe pas si je te dis qu'il n'avait plus vraiment rien à apprendre dans la Ligue junior majeure du Québec, mais le règlement fait que l'équipe de NHL ne peut pas le renvoyer dans la AHL pour qu'il apprenne, doit le garder soit en NHL ou le renvoyer en LHJMQ. Et ça, est-ce que ça peut peut-être nuire à son développement, à Alexis Lafrenière, par exemple, ou à un Jack Hughes, ou ainsi de suite? Mais tu sais, c'est une bonne interrogation et puis une bonne question, mais tu sais, c'est la première fois que ces jeunes joueurs-là, puis tu peux mettre Nico Hischier là-dedans, c'est la première fois de leur vie que la Ligue nationale, c'est une ligne d'hommes. C'est une ligne d'hommes mature, c'est une ligue expérimentée. Et puis, tu sais, c'est la première fois que ces jeunes joueurs d'exception-là, parce que pour moi, ce sont tous des joueurs d'exception. Et puis, ils ont juste besoin de temps pour prendre le rythme de la Ligue nationale. Des fois, c'est un petit peu au niveau de force physique. Ces jeunes joueurs-là ne sont pas rendus là. C'est un manque, là, peut-être des fois, de fiabilité au niveau défensif. Parce que, tu sais, les entraîneurs qui sont là, c'est une business de victoire. Et puis, tu es là pour développer, mais il faut que tu gagnes en même temps. Puis à partir de là, un entraîneur va toujours faire confiance à des joueurs qui sont accountable défensivement, qui ont de l'expérience, puis qu'ils vont peut-être prendre moins de risques. Puis ces jeunes joueurs-là, ils ont besoin de peaufiner peut-être leur façon de utiliser leurs habiletés. Parce que veux pas te repêcher ces joueurs-là pour leur qualité. Il faut que tu utilises leur qualité et puis il faut que tu les laisses s'exprimer là-dedans en respectant le cadre de l'équipe. Il y a Steve dans le chat qui revient à Sven Andrigetto. Il dit peut-être un manque de grit qui explique pourquoi il n'a pas connu de succès. Est-ce que tu partages cette opinion? Est-ce que tu avais ce sentiment de ce joueur au moment où tu l'avais? C'est sûr qu'il était très dominant offensivement, mais est-ce que la grit peut avoir fait une différence? C'est un gars définitivement que dans ses années à Rouyn-Noranda, il a été en constante progression, qui a produit énormément, qu'il y avait toute la confiance d'André Tourigny. Honnêtement, j'aurais été curieux de voir Sven évoluer dans la Ligue nationale, peut-être avec un André Tourigny, que lui, il connaît bien, qu'il l'adorait. Donc, tu sais, comme j'ai dit tantôt, je pense que Sven, il y avait les habiletés, il y avait au niveau junior, il y avait la grit, il était capable de se démarquer. Qu'est-ce qui a fait qu'au niveau professionnel, c'est peut-être justement là, la confiance a diminué en ayant moins de succès quand il était arrivé là. Et puis, à un moment donné, quand la confiance n'y est pas, puis tu n'as pas les chances de te faire valoir dans une situation que tu as toujours été bon. T'sais, si tu es bon sur le power play, mais tu ne joues pas sur le power play, ça devient un petit peu plus complexe. Des fois, si tu peux y aller, prendre confiance là, ça va définitivement t'aider à performer puis à revenir au niveau que tu étais. Ouais, c'est d'être dans la bonne chaise aussi. Exact. Un joueur qui produit, qui est habitué de produire offensivement, par exemple, sur un 4e trio, parce que ça a été le cas pour Sven à Montréal, il a été employé parfois sur le 4e trio. C'est pas nécessairement là que tu mets en valeur ses atouts non plus et que tu l'aides à progresser nécessairement dans la Ligue nationale. On va maintenant répondre à une question qu'on a reçue de Jonathan Campanovo un peu plus tôt aujourd'hui. Il nous a demandé, est-ce que les Maple Leafs de Toronto sont des prétendants à la Coupe Stanley cette saison? Pour le rappeler, c'est depuis 1967 qu'ils n'ont pas remporté la Coupe Stanley. Ont une bonne équipe depuis maintenant plusieurs années avec les Austin Matthews, avec les Mitch Marner, avec les William Nylander, avec les Morgan Riley. Mais il manque toujours
la victoire en première ronde. Ils se font éliminer en huitième de finale année après année. Ça a été longtemps les Bruins de Boston qui étaient leurs pires ennemis en play-off. La saison dernière, ils se font monter 3-1 contre le Canadien de Montréal. Est-ce que cette saison, Mario, tu les vois aller loin en play-off? C'est difficile de dire contender, là, prétendant à la Coupe, mais est-ce que tu les vois au moins passer ce premier step qui est les huitièmes de finale et se rendre loin où ils devraient être? Honnêtement, c'est une obligation pour eux. Je pense qu'ils sont rendus là, mais tu sais, moi je pense qu'ils sont leur pire ennemi. À un moment donné, ils ont énormément de talent offensif. Tu les as mentionnés tantôt, des Matthews, des Marner, des Nylander. Mais je pense que dernièrement, c'est un petit peu plus coup-ci, coup-ça. Je regarde une défaite de 5-1 contre les Sabres de Buffalo hier, je crois. Campbell, dernièrement, c'est un petit peu plus difficile. Muzzin est blessé dans le champ arrière. Ils ont perdu Heinen au marché des joueurs autonomes avec les Oilers Edmonton. Donc, moi, je trouve qu'offensivement, ils ont énormément de potentiel, mais il y aurait besoin pour se faufiler. Parce que quand je regarde des équipes, Tampa Bay, on ne peut pas les repousser du revers de la main. Pour moi, ils ont le meilleur gardien de but actif présentement. Leur groupe de défenseurs est pas mal intact de ce qui était l'an passé. Ils ont perdu leur troisième trio au complet avec les joueurs qui sont partis en Gaudreau, avec le repêchage d'expansion aussi à Seattle. Ils ont remplacé par un Corey Perry, Maroon qui est rendu, il a passé de la 4 à la troisième ligne. Donc, puis, les Stamkos et compagnie, Brandon Point, Cucci, c'est des gars de premier niveau, ils ont gagné, ils ont passé par là. Donc, il faut les considérer, ça, c'est définitif. C'est la même chose pour Colorado. Je pense que Colorado, quand on regarde la période des échanges, je pense qu'ils ont besoin de rajouter de la profondeur, mais ils sont pas mal. Ça va être. C'est de savoir comment ils sont prêts à se débarrasser de leurs jeunes joueurs talentueux pour peut-être se renforcer et puis tout ça. On parle de Giro et puis tout ça, mais on verra. Fait que, moi, je pense que Toronto, ils sont en arrière de ces clubs-là. Si j'aurais à miser aujourd'hui, c'est sûr que Tampa Bay, Colorado, Floride seraient des équipes. Là. Caroline seraient des équipes pour moi là, que je verrais en avant des Maple Leafs parce que, comme je t'ai dit un peu, des fois, Toronto est un peu leur pire ennemi dans leur façon de jouer. On l'a vu l'année passée, pas plus tard que l'année passée contre le Canadien. Ils étaient à un lancer, un but d'éliminer le Canadien. Ils ont pu le faire 3 fois, ils ne l'ont pas fait à aucune fois. Et puis, à un moment donné, quand les séries vont recommencer, c'est sûr que quand que le match va être serré, la série va être sur la ligne, ça va leur trotter dans la tête, ça c'est sûr et certain. Ouais, psychologiquement, c'est sûr que ça marque des défaites année après année en play-off comme ça. Et surtout qui traîne un piano, j'ai l'impression, sur les épaules de cette pression de ne pas avoir gagné depuis 67, là, avec une bonne équipe. Mitch Marner qui a montré aussi des signes un peu d'impatience par rapport aux partisans parce que lui, c'est un Torontois, donc l'été, il s'en fait énormément parler. Il a été beaucoup pointé du doigt. Il connaît encore une fois une très bonne saison. Mais c'est en play-off où c'est un peu plus difficile pour Marner. Et tu t'en as parlé, tu as parlé de Tampa Bay, tu as parlé de la Floride. La mauvaise nouvelle pour Toronto, c'est que s'ils ne terminent pas premier de leur division, ils vont affronter soit Tampa Bay ou la Floride en première ronde. Et c'est peut-être là où, même si la Floride n'a peut-être pas énormément d'expérience encore en play-off, c'est encore une jeune équipe en progression qui a atteint maintenant le top 10 de la Ligue, mais reste que les Maple Leafs vont avoir déjà une grosse commande sur les épaules là, en première ronde s'ils ne terminent pas premier de leur division. Il y a Christian qui dit « Je mets une pièce sur Boston avant les Leafs. » C'est sûr qu'en play-off, je pense que tu ne veux jamais affronter les Bruins de Boston en play-off.
Les Bruins, c'est une équipe très physique. C'est une équipe qui aime le hockey de playoff, qui a gagné aussi. Ça, c'est toujours compliqué. Steve demande, est-ce que les stats avancées ne seraient pas le pire ennemi de Kyle Dubas? Mario, t'es dans le hockey, t'es dans le hockey toujours depuis longtemps. Les stats avancées, c'est quelque chose qui vient tout juste d'apparaître, ou ça fait quelques années du moins là, que c'est apparu dans le hockey moderne. Mais quand tu as commencé, il n'y avait pas de stats avancées. Qu'est-ce que tu en penses de ces stats avancées-là? Est-ce que c'est vraiment une donnée qui est importante à prendre en compte pour un directeur général comme tu étais ou pour un entraîneur-chef? Je te dirais que il faut faire attention avec ces données-là, ces statistiques avancées-là. Comme entraîneur, ça te donne comme quand tu vas rencontrer un joueur, ça va te donner beaucoup d'éléments que tu peux. C'est quantitatif. Tu sais, le joueur, c'est quoi son pourcentage de réussite à gagner des batailles à 1 contre 1. Tu sais, moi, je me servais souvent de chaque puck touch de mes défenseurs, que ce soit au niveau de la sortie de zone, en zone neutre, en zone offensive. La même chose pour nos attaquants. Tu sais, comme je t'ai dit, tu es à l'attaque dans les 3 zones. Fait que pour moi, les statistiques avancées, ça donne beaucoup d'outils aux recruteurs, au directeur général, mais il faut être prudent dans la façon de la façon d'utiliser ces statistiques avancées-là. Ça, pour moi, c'est définitif. Au niveau du recrutement, ça peut te donner plus d'éléments, ça, c'est définitif. Puis moi, au niveau d'entraîneur, je me servais de certaines choses, mais je préférais, pour moi, tu sais, mettons, les chances de marquer sont très, très importantes. Les chances de marquer contre. Tu sais, jamais comparer tout le temps. Est-ce que le joueur génère plus que de moins? Donc, génère-tu des chances de marquer ou quand il est sur la glace, il donne des chances de marquer de grade A, B ou C? Tu sais, ça, c'est de ce côté-là. Donc, à partir de là, c'était des choses que moi, je regardais beaucoup comment que nos joueurs étaient efficaces avec la rondelle aussi, puis qui étaient efficaces à 1 contre 1. Parce que, veux pas, un match de hockey, ça commence par des courses pour des rondelles libres. Et puis après ça, c'est de conserver cette rondelle-là. C'est comment qu'on va le faire. Puis est-ce que c'est quels les joueurs les plus performants? Donc, ça te le donne rapidement aussi. T'sais, on a été à une époque où on faisait tout aux vidéos et puis tout ça. Maintenant, on peut avoir ça, toutes ces données-là, dans les heures qui suivent le match. Donc, c'est très, très facilitant pour préparer les vidéos, que ce soit individuelles. Moi, j'aime même m'en servir dans des préparations de vidéos individuelles, puis comment être meilleur avec la rondelle, quelles décisions on aurait pu prendre de différents, et puis que ce soit les bons jeux aussi. C'est important que les joueurs voient ça, mais moi, je trouve que les statistiques avancées, ça sert beaucoup au niveau recrutement, au niveau management, au niveau des coachs. Je pense que chaque coach a des statistiques qu'eux aiment se servir. Et puis, t'en rajoutes un peu, mais il faut les utiliser de la bonne façon aussi, là. Oui, pas seulement utiliser, c'est une statistique parmi d'autres aussi, pas seulement utiliser les statistiques avancées. Exactement. On a une question de Fabrice qui demande la métamorphose des Canadiens depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Je n'y avais pas cru pourtant, mais vont-ils arriver aux séries? Je pense qu'on peut enlever cet espoir de play-off pour le Canadien de Montréal qui a commencé sa saison bien trop tard. Mais je trouve quand même intéressant le lien avec Martin Saint-Louis parce que, évidemment, tu es un entraîneur qui a coaché toute sa vie dans la LHJMQ. Tu as côtoyé plusieurs entraîneurs également de grands talents. Le Canadien de Montréal a toujours été réputé pour aller chercher des nouveaux entraîneurs du côté de la LHJMQ, de donner cette opportunité à des produits locaux. Sinon, c'était souvent des anciens joueurs du club qui étaient recrutés comme nouvel entraîneur. Là, on sort des sentiers battus, on va vers un ancien joueur de la Ligue nationale, mais qui n'a aucun lien avec le Canadien nécessairement. Et on passe par-dessus peut-être de beaux talents québécois en coaching.
quelle a été ta première réaction quand tu as vu la nomination de Martin Saint-Louis au lieu d'un autre entraîneur, peut-être qui sortait de la Ligue junior majeure du Québec? Mais c'est sûr que le Canadien de Montréal, c'est la porte d'entrée des entraîneurs québécois ou pas juste des entraîneurs québécois, des gens de hockey québécois, que ce soit les recruteurs, dans le management, n'importe quoi. C'est sûr que tu espères qu'eux vont t'ouvrir la porte. Mais par contre, à la nomination de Jeff Gorton, je pense qu'il l'avait dit que penser outside de box. Puis quand il a engagé Kent Hughes, il a donné, il a poursuivi dans son plan. Et puis, c'est sûr que Martin Saint-Louis, il n'y avait pas un bagage d'entraîneur là, en Ligue junior majeure du Québec ou n'importe quelle autre ligue, mais c'est un gars comme qui l'a dit à sa conférence de presse. Moi, à sa conférence de presse, je l'ai écouté, je l'ai trouvé très, très humble, très intelligent, très passionné. Et puis, il est rafraîchissant à écouter aussi. Et puis, tu sais, il y a de l'expérience partout. Puis, il l'a dit, il y en a sur le banc, il y en a eu ça à glace, il y en a à l'extérieur de la patinoire, dans les avions, et puis que ce soit l'entraînement estival et puis tout ça. Puis, c'est sûr que les joueurs vont être très, très attentifs à ses recommandations. T'sais, moi, je pense sincèrement, puis c'est mon opinion personnelle, je pense que le plus grand perdant dans tout ça, c'est un gars comme Benoît Gros. Pour moi, Benoît Gros, c'est un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu l'opportunité de diriger contre, de côtoyer aussi, sans avoir dirigé encore un match dans la Ligue nationale. Il a gagné 3 Coupes du Président, il a gagné la médaille d'or avec Équipe Canada. Je pense que ça fait 6 ans maintenant qu'il est à Syracuse. C'est un des gars que, derrière le banc, est très, très bon à filer la game, à filer les joueurs qui ont un bon match. Il y a de très bons entraîneurs, de très bons dirigeants dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais je suis convaincu, sincèrement, que ça a été surprenant. Ça a été peut-être un choc pour tous les Québécois de devoir nommer Martin Saint-Louis. Mais en bout de ligne, il n'y a pas de win-win situation, comme on dit. Martin Saint-Louis, Kent Hughes, c'est des Québécois, c'est des gars de Montréal et puis je pense que Martin Saint-Louis va avoir du succès avec le Canadien. Puis je pense que depuis qu'il est là, je te dirais que c'est un changement de direction. Et puis les joueurs semblent beaucoup plus réceptifs aux nouvelles consignes. Et puis c'est pour moi, en bout de ligne, je suis juste content de voir, tu veux voir les gens réussir, tu veux pas leur souhaiter du malheur. Puis moi, je suis convaincu, j'aime son approche, j'aime sa façon de penser, puis j'aime la façon de faire ces choses. Puis, comme je t'ai dit tantôt, je l'ai trouvé très, très humble. Et puis, tu écoutes ses points de presse, ça fait toujours beaucoup, beaucoup de sens. Je le trouve très généreux de ses commentaires. Puis, je suis convaincu qu'il va avoir du succès. Je ne sais pas si tu as eu la chance, parce que là, évidemment, tu es en vacances en Suisse. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir un match du Canadien depuis que Martin Saint-Louis est en poste. J'en ai vu peut-être les 3 premiers où il n'avait pas gagné. Depuis ce temps-là, je pense que je suis ici en Suisse, donc avec le décalage horaire, j'ai peut-être juste vu les faits saillants ou les conférences de presse. Mais tu vois que c'est un club qui joue avec plus de synchronisme, joue plus en unité de 5, puis qu'ils ont un nouveau... une nouvelle dynamique. Donc, je trouve ça excessivement plate pour Dominique Ducharme, parce que pour moi, Dominique, c'est un excellent entraîneur, mais c'était clair qu'il y avait des joueurs qui l'avaient abandonné. Ça, je trouve ça dommage pour Dominique. J'espère qu'il aura l'opportunité de rebondir, mais c'est comme ça dans ce milieu-là.
Est-ce que tu penses que Dominique Ducharme, parce que tu viens d'en parler, c'est une personne que tu connais aussi, avec qui tu as déjà coaché, est-ce que tu penses qu'il il va peut-être suivre un parcours un peu à la Alain Vigneault s'il veut revenir un jour dans la Ligue nationale, je veux dire de revenir à la JMQ comme l'avait fait Alain Vigneault et ensuite remonter step by step les étapes les unes après les autres pour espérer un jour peut-être même passer par la AHL, ce qu'il n'a pas fait. Il a décidé d'aller assistant coach en NHL pour espérer un jour remonter? Tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mauvaise route pour atteindre la Ligue nationale si on veut. Hein. Tu sais, as dit Alain Vigneault, puis ça aussi, j'ai trouvé ça dommage cette année. Les Flyers ont congédié Alain, Michel Therrien, mais ces équipes-là, je pense pas que le changement d'entraîneur a été très, très bénéfique pour eux. Alain, à l'époque, est revenu à l'île du Prince-Édouard. Il a eu du succès. Après, il est allé dans la ligne américaine avec le Moose du Manitoba pour retourner et avoir énormément de succès, que ce soit là, avec les Canucks de Vancouver, les Rangers de New York. Puis, tu sais, c'est sûr que nous, en tant que Québécois, on a un peu un fait pour les Québécois qui dirigent dans la Ligue nationale. Puis si on veut que on veut que les autres ils réussissent peut-être plus que les autres, puis ça fait un peu mal quand il leur arrive de quoi un congédiement ou de quoi comme ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Puis je pense que Dominique, c'est un excellent homme de hockey. Il l'a toujours prouvé. Il a gagné la Coupe Memorial, il a gagné la médaille d'or aussi. Et puis il a fait ses classes. Donc, je suis convaincu aussi le téléphone va ressonner pour lui. Puis, ça sera à lui à prendre les décisions vers quelle route qu'il voudra aller pour retourner au niveau professionnel. Dernier sujet de la soirée. On avait reçu une question sur YouTube lors de notre dernier épisode. Et notre auditeur voulait qu'on parle de l'avenir des Canucks de Vancouver et des Kings de Los Angeles. Deux clubs qui sont passés par une reconstruction. Les Kings, après évidemment les Coupes Stanley, les deux Coupes Stanley là, en 3 ans. Et les Canucks, après l'ère Sedin, qui évidemment est un air marquant, Sedin, Luongo, tout ça qui était parti. Je veux t'entendre un peu sur ces deux clubs-là, les Kings qui vont bien, moins bien du côté des Canucks. D'ailleurs, on a décidé de remanier tout le management, nouveau directeur général, nouveaux assistants DG. D'ailleurs, ils ont engagé 2 femmes comme assistantes DG. Les Canucks de Vancouver, Mario, j'ai l'impression, moi, qu'ils font un pas en avant, 2 pas en arrière. On pensait que la reconstruction allait bien, qu'ils avançaient. Et là, c'est 2 saisons très difficiles, coup sur coup, qui entraînent des démissions, plutôt des congédiements. Où est-ce qu'on en est du côté des Canucks? Est-ce qu'on doit recommencer le processus encore? Non, je crois pas. Je pense que c'est tout simplement peut-être de réajuster certaines choses dans leur équipe. Je pense que cette année, au début de l'année, ils ont eu énormément de difficultés. L'entraîneur passé a été congédié, le directeur général a été congédié aussi. Donc, beaucoup de changements au niveau du management de l'équipe. Mais tu sais, je pense qu'ils ont d'excellents jeunes joueurs en Peterson. Ils ont des bons défenseurs aussi. Tu sais, moi, je pense que c'est peut-être d'ajouter, ils ont Miller aussi à l'avant. Et puis, tu sais, je pense que c'est d'ajouter des bons vétérans alentour de ces bons jeunes-là qui va leur permettre de progresser puis d'être constant. Tu sais, ils ont été bons avec les Sedin, mais les Sedin, je pense que je suis pas convaincu qu'ils ont été remplacés au niveau là, pas juste sur la glace, mais c'était des athlètes très, très fiers, très consciencieux. Donc, ça tu sais, ça prend des joueurs, des fois, il y a des joueurs qui ont la qualité. Tu sais, tantôt, tu me parlais de Kucherov. Kucherov est capable de rendre les autres meilleurs. Mais tu as d'autres joueurs qui sont pas capables de rendre les autres meilleurs. Mais tu sais, c'est les Sedin. C'était des gars qui étaient capables de rendre les autres meilleurs. Donc, ça fait que quand individuellement tu es meilleur, ton équipe va avoir des meilleures performances et puis la confiance va être meilleure. Et puis à ce moment-là, tout peut arriver. Et puis, tu sais, quand tu regardes les Kings, ben les Kings, je pense que
Ils ont eu un excellent début de saison. Après, ça a été un petit peu moins bon. Mais je pense que la signature de Dano, c'est un joueur qui a fait un grand trou au niveau du Canadien. Parce que c'est beaucoup demandé. Quand tantôt on parlait de Nico Hischier, que ce soit Jack Hughes, demander à ces gars-là, j'en garde Nick Suzuki à Montréal. Là, il est utilisé comme un joueur de premier trio. C'est beaucoup demandé à ces joueurs-là. Donc, ça veut dire qu'eux, ils affrontent les meilleurs éléments à chaque match. Suzuki, il faut qu'ils prennent les mises en jeu contre des vétérans, des gars plus forts, plus expérimentés. Donc, c'est d'apprendre à vitesse grand V. Moi, je pense que si Dano serait encore à Montréal, Dano pourrait en prendre. Suzuki serait bien assis dans une deuxième chaise et puis il y aurait une opposition peut-être moins féroce à chaque présence sur la patinoire. Donc, je pense que Dano emmène ça aux Kings. Je pense que leur gardien de but cette année fait très bien ça. C'est une équipe qui a de très, très bons éléments offensifs. Ils sont physiquement gros, ils sont rapides. Moi, un joueur que j'aime beaucoup chez les Kings, c'est Anze Kopitar. C'est un joueur qui joue sur 200 pieds, qui patine, mais Adrien Kempe est très, très bon aussi. Oui. Donc, c'est des joueurs là, puis ont Doughty dans le champ arrière qui est un vétéran là, qui a vu neiger, si on veut, même s'il joue à LA. Là. Mais, il ne voit pas souvent à LA. C'est ça, exactement. Donc, eux autres, je pense que peut-être les Canucks, ils pourraient peut-être rajouter des bons vétérans d'expérience comme Dano qui joue bien sur 200 pieds et puis tout ça pourrait définitivement là, les repositionner là, un peu plus haut là, dans les meilleures équipes de la Ligue. Oui, parce que quand tu regardes les Kings de Los Angeles, la fameuse signature de Philippe Danault permet à Quinton Byfield de jouer sur le troisième trio, d'aller en AHL. Et lui, c'est le deuxième choix derrière Alexis Lafrenière au repêchage il y a 2 ans. Donc, les Kings sont beaucoup plus patients avec Quinton Byfield, ne mettent pas trop de pression, ne le mettent jamais contre les gros trios adverses. Ce qui fait qu'il peut s'habituer. C'est une entrée un peu plus en douceur pour lui dans la Grande Ligue. Et Danault, moi, mon questionnement, c'était la durée du contrat. Est-ce qu'à un moment, cette durée-là, ce salaire-là, on va peut-être le trouver trop cher à la fin? Mais quoi qu'il en soit, cette saison, meilleure saison offensive en carrière pour Danault. Et il remplit son rôle à merveille derrière Anze Kopitar. Il faut se le dire. Byfield a été blessé quand même. Il y a eu une blessure sérieuse. Là, ça a pris du temps avant qu'il joue cette année. Donc, il peut commencer, comme tu l'as mentionné, comme troisième centre. Et puis, d'apprendre de des gars comme Kopitar et puis Danault, ça, c'est pour un développement d'un jeune joueur, c'est énorme. C'est énorme. Et puis, ça, c'est pour moi, c'est définitif. Donc, à un moment donné, je pense que c'est rendu dans le contrat de Danault. C'est selon le marché était rendu là. Il y avait l'opportunité pour lui d'avoir ce contrat-là avec les performances qu'il avait eues. Et puis, c'est tant mieux pour lui, c'est chapeau pour lui. Puis, il donne l'opportunité là-bas de jouer en attaque à 5. C'est une des raisons aussi pourquoi il va connaître sa meilleure saison au niveau production de buts et de production offensive aussi. Donc, il y a une opportunité qui s'est ouverte devant lui, puis chapeau à lui, il la saisit bien. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi parce que la date limite des transactions approche. Je pense que les Kings de Los Angeles ne doivent pas tomber dans le piège d'être bien placés pour les playoffs. Et ne pas tomber dans le mode trop acheteur, ne pas donner des choix de première ronde, ne pas donner des jeunes espoirs. On est encore dans une reconstruction du côté des Kings qui tire à sa fin, qui devient, qui prend bien forme. Mais je trouve que ce serait précipiter peut-être un peu les choses d'être acheteur, alors que, par exemple, les clubs qu'on a parlé en début d'émission, que ce soit les Maple Leafs de Toronto, l'Avalanche du Colorado, eux, j'ai l'impression qu'on doit y aller all-in. On doit gagner. La fenêtre est ouverte. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que pour les Kings, présentement, dans la division Pacifique, ils sont deuxièmes.
Je pense pas que quelqu'un les avait vus là. Et puis, tu sais, moi, je pense que c'est peut-être là de solidifier. Ils ont une bonne banque de jeunes joueurs aussi. Ils ont une bonne banque de choix au repêchage. Donc, je pense qu'ils sont capables de, de trouver quelque chose pour être encore améliorer leur profondeur, améliorer leur expérience pour leur permettre de vivre les séries éliminatoires puis de prendre cette expérience-là. Je pense qu'ils sont pas rendus là, mais tu sais, on regarde le Canadien l'année passée, ils se sont rendus là. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais c'est sûr, tu sais. Puis quand tu regardes les séries aujourd'hui, tu sais, Edmonton ne sont pas dans les séries éliminatoires présentement. Tu sais, donc, ça va. Tu sais, je pense que dans la division Atlantique métropolitaine, le portrait est un peu plus clair, mais je pense que dans la centrale, le Pacifique, surtout la centrale, le tableau est loin d'être réglé. Puis je pense qu'une équipe comme Edmonton se doit d'être des séries éliminatoires, puis se doit eux aussi, comme Toronto, d'avancer, là. Puis ça va passer par l'acquisition d'un gardien de but, ça c'est définitif, là. Donc, moi je pense que Los Angeles sont très bien placés. Ils ont un bon jeu de cartes entre les mains. C'est de jouer les bonnes cartes pour continuer leur progression vers les hauts sommets de la Ligue. Et c'est vrai ce que tu dis, l'association de l'Est, j'ai l'impression que les playoffs sont presque joués depuis la mi-saison. L'écart entre la dernière équipe, la 8e équipe qui a accès aux playoffs et la 9e est tellement grande que c'est déjà joué. Mais dans l'Ouest, on a une super belle lutte pour les playoffs qui se dessinent. Mario Pouliot, merci beaucoup pour ce Overtime NHL, d'avoir pris cette heure avec nous pour discuter de NHL dans ton voyage en Suisse, ton tout premier voyage en Suisse. J'espère qu'on aura l'occasion de te recroiser prochainement en Suisse pour que tu viennes profiter et qui sait peut-être avoir un poste un jour au sein du hockey suisse. On se le souhaite du moins. Tu as été très généreux avec nous. Salutations également à toute ta famille, également à ton gendre Éric Castonguay qui joue d'ailleurs ce soir avec le HC Sierre. On lui souhaite un bon match. Merci à tous d'avoir participé à ce Overtime NHL. Vous avez été nombreux à nous écrire, à être en live avec nous. Je vous rappelle que tout ça va être disponible sur Spotify, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud dans les prochaines heures ou demain matin. Et on va prendre 2 semaines de pause avant le prochain Overtime NHL parce que non, ce ne sera pas dans 2 semaines qu'on va se retrouver, mais bien dans 3 semaines puisqu'on va attendre la date limite des transactions pour faire le nouvel Overtime NHL et faire un peu un bilan de ce trade deadline. Sur ce, Mario, salutations également à tous. Merci encore et passez une excellente fin de soirée sur MySports. Bye bye. Merci beaucoup, Jonathan.